Est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Alors je me suis moi-même posé toutes ces questions. J'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel. J'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée pour y voir plus clair, plus rapidement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire Chance qui propose un parcours de coaching 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des exercices d'auto-coaching et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes et vos moteurs. Le petit plus que j'aime et qui change tout, c'est la force de la communauté Chance qui est à vos côtés, prête à échanger, à vous épauler ou à vous ouvrir son réseau. Alors en résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Détail non négligeable, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de la rentrée et de la reprise pour mettre en place vos bonnes résolutions. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie professionnelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Nous sommes déjà tous retrouvés dans cette situation désagréable. Seuls face à un professeur, un patron, une classe ou encore simplement un groupe d'amis, nos mains sont moites, notre ventre noué et le rouge nous monte peu à peu aux joues. Nos pensées s'envolent et on voudrait être n'importe où plutôt qu'ici. Ceci est une situation d'anxiété sociale comme on en vit tous, tout au long de notre existence. Mais quand cette anxiété devient une véritable phobie, la vie peut devenir extrêmement pénible. C'est ce qu'a vécu pendant des années mon invité du jour. Cette peur de ses propres semblables, la pire des peurs, comme il le dit, le paralyse pendant une partie de sa vie, jusqu'à ce qu'il découvre les outils qui vont lui permettre petit à petit de se reconnecter à lui d'abord, puis aux autres. Fondateur de l'application de méditation Namatata, il vient aujourd'hui nous partager ses secrets pour gérer son anxiété sociale. Bonjour et bienvenue dans Graines de métamorphose, Antoine Gerlier. Bonjour Agathe. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'anxiété sociale ? Tout le monde en ressent à un moment ou un autre de sa vie, particulièrement à l'adolescence, mais à quel moment ça devient une phobie, quelque chose de problématique ? Oui, on parle, tout à l'heure tu parlais de situations, les mains moites, etc. Je pense que ça c'est le trac, ça concerne à peu près tout le monde. Le problème avec la phobie sociale, c'est que en fait ça s'en va jamais. En général, quand on a le trac, une fois qu'on commence la situation, le stress, la peur va diminuer. Et en fait, avec la phobie sociale, déjà on y pense avant, en fait, pendant et après. Et ça nous gâche la vie. Ça nous gâche la vie parce que, ouais, comme tu disais, je trouve que c'est la pire des peurs. Il y a des gens qui ont peur des araignées, mais je trouve qu'avoir peur de ses semblables, c'est quand même terrible. Donc voilà. Et comment ça s'exprimait chez toi par ces espèces de symptômes, on pourrait dire, que tu viens de nous décrire, le fait d'avoir peur d'un événement avant, pendant, encore après, où il y avait d'autres choses aussi qui faisaient que tu sentais que ça montait en toi et que ça allait pas être possible de continuer cet événement ? Je pense que la première fois où ça m'a vraiment marqué, c'était vers l'âge de 14 ans. J'étais avec mon meilleur ami et puis on était allé boire un café avec une de ses amies que je trouvais très jolie. Et c'était la première fois que En plus, moi, j'avais été dans un lycée de garçons, enfin un collège de garçons. J'avais que des frères. J'étais pas encore vraiment habitué. Et en fait, j'ai pas réussi à soulever ma tasse. Tellement j'étais pas bien. Tellement je tremblais. Et ce qui est terrible avec la phobie sociale, c'est que c'est aussi c'est la peur c'est la peur du regard des autres, c'est la peur de ses propres réactions. Donc là, les tremblements,
Et puis, c'est la peur de ce que l'autre va interpréter, va penser de notre comportement, va voir notre malaise. Et donc, il va nous juger, va nous rejeter. Enfin, c'est tout à fait irrationnel, comme les phobies des araignées, etc. Mais c'est terrible à vivre. Et ça corporellement, c'est des tremblements, de la sueur, le cœur qui bat, presque, ça peut être même jusqu'au niveau de la panique, hein, d'avoir presque l'impression qu'on va s'évanouir. Voilà. Tu sens qu'il y a vraiment une perte de contrôle en fait sur à la fois ton corps et sur ce que... Peut-être pas sur ton esprit justement, ou si, parce qu'en fait la peur se décuple et ça t'échappe. En fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est que la peur manipule notre esprit. Et ça me fait penser à un autre événement, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais ouais, c'est cette peur qui va manipuler nos propres pensées. Donc on a des pensées, moi j'avais des pensées de fuite. Vraiment des pensées, il faut que je parte, il faut que je me cache. Et j'avais cette volonté aussi de lutter contre ma peur, ce qui était vraiment une mauvaise idée. Et que j'ai compris d'ailleurs par la suite avec la méditation. Et pourquoi c'est une mauvaise idée du coup d'essayer d'entrer en lutte ? Parce que plus on lutte, plus elle s'accroche. Et au contraire, c'est quand on l'accepte totalement, quand on l'accueille, que paradoxalement, elle va s'en aller. Donc c'est un peu magique. Quand j'ai compris ça a changé pas mal de choses. Tu nous l'expliqueras un peu plus tard dans le podcast. On en viendra aux techniques que tu as connues et que tu as mises en place de ton côté. Est-ce qu'il existe vraiment une différence entre la notion de phobie sociale et celle d'anxiété ? Tu en as un petit peu parlé au tout début, mais est-ce que vraiment on fait une différence entre ces deux états ? Oui, la différence entre les deux états, c'est que la phobie est handicapante dans la vie. Donc on va élaborer des stratégies d'évitement. On va se couper de certaines situations sociales. Et donc, contrairement à l'anxiété sociale qui peut arriver à peu près à plein de gens, mais qui ça va pas les empêcher de vivre leur vie, d'avoir les interactions, les relations qu'ils veulent avoir. Et la phobie sociale et l'anxiété sociale aussi, c'est l'un des troubles psychiatriques les plus fréquemment diagnostiqués. Est-ce que tu penses qu'on est devenu plus peureux face à nos pairs ? Ou est-ce que c'est simplement que maintenant on pose un diagnostic, qu'on en parle, et qu'en fait cette anxiété et cette phobie, elle a toujours été super présente ou très présente ? Ouais, c'est une bonne question. J'aimerais bien avoir la réponse. En tout cas, j'imagine que peut-être avec le confinement, ça n'a pas dû aider certains. Par exemple, est-ce que quand t'as une tendance à être facilement anxieux socialement, le fait d'être enfermé pendant un moment comme on l'a été, j'imagine ça doit soulager pendant un moment, mais du coup, revenir à la vie sociale doit être un moment, un palier complètement flippant. Tout à fait. Hein. Je pense qu'avec le confinement, il y a eu une montée de l'anxiété sociale. J'ai eu plusieurs témoignages de la part de psychologues. Moi, je pense que l'anxiété sociale a tendance à monter dans la société en même temps que l'individualisme. Parce que je pense que quand on est dans le cadre d'un groupe, dans la sécurité émotionnelle d'un groupe, c'est quelque chose qui va beaucoup moins se développer dans une société. Et toi, tu m'as dit que tu avais découvert ensuite que tu étais hypersensible. Est-ce qu'être hypersensible, ça peut conduire plus facilement à développer une phobie sociale ? Peut-être. J'ai pas de réponse sûre par rapport à ça, mais effectivement, je suis une personne hypersensible et quand j'étais petit, je me rendais compte que j'étais différent des autres, que je percevais beaucoup plus de choses que les autres. Et j'ai toujours senti un décalage. Et peut-être que ça a renforcé cette peur en moi d'être rejeté parce que je sentais que j'étais différent. Du coup, tu penses que ça a peut-être nourri quelque part aussi un terrain et ta peur qui ensuite a fait que ça s'est développé de mal en pis ? Ouais, je pense que ça l'a nourri. Donc de ton côté, toi, tu t'es réfugié derrière des personnages, des masques sociaux, comme tu le dis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, des masques sociaux ? En fait, j'avais la phobie sociale. Dans la phobie sociale, il y a beaucoup de honte. Donc j'avais honte d'être moi-même et j'avais honte d'avoir cette peur.
Et je voulais le cacher, je voulais pas que ça se voie. Pour moi, c'était de la faiblesse. Et moi, je voulais que les gens aient l'impression que je suis fort, que je suis confiant. Donc, je pense que j'ai développé une forme de masque, un personnage un petit peu distant, un petit peu hautain par rapport aux autres qui me protégeaient. Et tu as eu d'autres témoignages de personnes où tu as lu par rapport à ça, le fait que c'est une espèce d'effectivement de stratégie de protection de se construire ces carapaces avec des personnages, des personnes que tu mets en scène dans des situations sociales? Oui, c'est quelque chose d'assez fréquent dans la phobie sociale. D'ailleurs, c'est Christophe André qui en parle dans son bouquin La peur des autres. Et qu'est-ce qu'il dit exactement ? Il parle de cette stratégie de construction de masques sociaux pour se protéger, pour ne pas montrer qui l'on est vraiment. Mais est-ce que quelque part on n'en porte pas tous de toute façon des masques sociaux ? Est-ce que vraiment au final c'est une mauvaise chose est-ce que toi t'as senti qu'au final ça t'a handicapé encore plus, ou est-ce que ça t'a permis de te protéger pendant que tu traitais ça, on va dire ? Effectivement, on a tous des masques, ce que Jung appelle la persona. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Et pour moi, ça n'a pas été une mauvaise chose. Je pense que ça m'a protégé. Ça m'a protégé. En fait, j'aurais tellement aimé comprendre ce que j'avais quand c'est apparu, quand j'avais 14 ans. J'aurais tellement aimé comprendre ce que c'était et comprendre qu'il y avait... qu'on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait guérir, et même bien au-delà de mes espérances. Toi, à ce moment-là, quand vraiment c'est cette période où tu uses de ces masques, où tu sens que c'est quelque chose de très handicapant pour toi, tu réussis à te prémunir de ces situations sociales en devenant champion de poker en ligne. Est-ce que nos pratiques en ligne et notre vie sur les réseaux sociaux peuvent, un peu comme le confinement, on en parlait juste avant, est-ce que la vie en ligne peut empirer notre anxiété sociale ? C'est une bonne question. En tout cas, effectivement, j'ai fait des études de finance à Sciences Po, et en sortant de là, j'étais pas très à l'aise dans le monde du travail, avec cette peur. Et comme j'avais cette facilité de pouvoir jouer au poker en ligne et à gagner de l'argent, je me suis dit, je pense que ça m'a... Inconsciemment, ça m'allait très bien d'être derrière mon ordi, de gagner ma vie, de pouvoir voyager, faire tout ce que je veux, plutôt que d'être dans le monde de l'entreprise, même si le monde de la finance, ça m'a pas passionné finalement. Dans une entreprise avec plein d'interactions sociales, avec... il y a plein de jeux sociaux qui sont en place, en plus avec des gens qui sont au-dessus, il y a une hiérarchie, avec des gens que je n'admirais pas spécialement. Donc je pense que le fait d'être derrière l'écran, c'était ma zone de confort. Et ça m'allait bien. Et est-ce que tu penses que pour tout un chacun qui peut avoir des situations d'anxiété sociale, être un peu trop sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça peut un peu empirer cette anxiété sociale et mener peut-être vers une phobie, ou est-ce que tu penses que c'est décorrélé ? C'est difficile à dire. Il y a plein de causes possibles par rapport à la phobie sociale. On dit qu'il y a 30% de génétique. Et puis après, il y a tout ce qui est l'éducation et la société dans laquelle on vit. Moi, j'ai jamais compris d'où ça venait. Ouais. D'ailleurs, je cherche même pas à comprendre. J'ai réussi à guérir, à surmonter cette phobie sociale en faisant des choses concrètement et en m'exposant. Et donc, effectivement, c'est pas en restant derrière l'écran qu'on va régler le problème, au contraire. Et est-ce que, à contrario, les réseaux sociaux et les pratiques en ligne peuvent aussi être un moyen de se re-socialiser, notamment par les réseaux sociaux, les jeux en ligne où souvent, par exemple, il faut jouer par équipe, on est amené à discuter avec des gens. Est-ce que le fait d'avoir ces discussions en ligne et donc d'éviter finalement la situation sociale en présence peut permettre d'un petit peu se rééduquer aux autres ? Je pense pas.
Je pense pas, parce que pour ma part, j'avais aucun problème à envoyer des textos. C'est quelque chose de très organique. C'est l'araignée. C'est-à-dire, si elle est là, c'est là où c'est la panique. Compliqué, ouais. Voir une araignée derrière un écran, c'est quand même beaucoup moins. Ça fait quand même beaucoup moins peur. Je suis pas sûr qu'on guérisse en regardant une araignée derrière un écran. Donc, je pense pas. Et je pense que la meilleure manière de guérir, c'est de sortir de chez soi. Et il y a plein de choses à faire, on pourra en parler. Eh ben, c'est très bien, parce que du coup, on va y venir. Tu me proposes la transition parfaite. Puisque pour ta part, un jour, tu tombes sur le témoignage d'un homme qui a mis en place des techniques pour se défaire de ce fardeau, et c'est la révélation pour toi. Quelles étaient ces techniques et exercices que lui avait mis en place et que tu as découvert à ce moment-là? C'était, oui, je suis tombé sur un article de cet homme qui parlait d'une méthode de visualisation qui lui avait permis de guérir sa phobie sociale. Alors moi, tout ce qui était visualisation, méditation, j'y croyais pas vraiment, parce que j'avais déjà testé. J'avais testé les médicaments avec un psychiatre, j'avais testé la sophrologie, l'hypnose. Et rien de tout ça m'avait aidé. Donc pour moi, c'était juste de la relaxation. Ça faisait du bien comme ça. Mais je me dis quand même, il a l'air sincère. Il a l'air vraiment sincère, ce témoignage. Et donc je me suis lancé un challenge de 3 semaines, 1 mois, avec l'idée de faire cet exercice, cette visualisation, 2 fois par jour pendant 20 minutes. Et en seulement 3-4 jours, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui commençaient à bouger. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai découvert un truc de dingue. Et en quoi ça consiste, la visualisation? Est-ce que tu peux peut-être après nous donner un exemple d'exercice que tu pouvais faire, ou en quoi ça consistait pour toi vraiment au moment où tu disais, ok, je pars pour 20 minutes de cet exercice de visualisation? Ouais, j'utilisais une technique un peu comme les sportifs, d'autres peuvent utiliser, de visualiser des situations anxiogènes qui font peur, et de me voir en film. Et au lieu que cette peur arrive, en fait, c'est l'inverse, c'est la confiance absolue, la plus totale. Donc c'est comme si je hackais mon propre cerveau, qui fonctionne par association. Et du coup, quand je me retrouve dans cette situation-là, il a déjà enregistré cette information, donc en fait, je le conditionne, je m'auto-conditionne comme ça. Et comment tu fais pour tenir ça pendant 20 minutes? Est-ce que vraiment, avant de commencer ton exercice, tu te dis, j'ai envie de travailler telle situation sociale, et en fait, après, tu laisses un peu le scénario se faire au fur et à mesure, ou est-ce que c'est quelque chose qui se prépare un peu en amont? Ouais, ça se prépare un petit peu en amont. Préparer un petit... la situation sur laquelle on veut travailler. Et puis après, hop, c'est parti. Et puis là, c'est l'imagination aussi qui joue. Et puis on peut en faire plusieurs en même temps. Enfin, pas en même temps, mais les unes après les autres. Après, moi, je me suis lâché. Et puis on peut être mégalo dans ces situations. Oui, il n'y a pas de jugement, en fait. Tu abandonnes aussi toute idée de... Enfin, le seul juge est toi-même. Et dans ce moment-là, j'imagine que le petit juge dans ta tête se met un peu plus en pause. Voilà. Oui, voilà. Et puis, en fait, il y a une peur qui est tellement forte que, moi, j'aimais l'idée de la contrebalancer avec une confiance beaucoup trop forte aussi, pour trouver un équilibre. Pourquoi ça marche, en fait? Parce que ta visualisation sera jamais la même que ce que tu vas vivre dans la vraie vie? Du moins, jamais exactement. Ça marche parce que le cerveau marche par association. Et donc, dans ces moments, et ce qui est génial avec le mental, et puis là on aborde aussi le sujet de la méditation, c'est que ce que tu vis mentalement, ton cerveau peut l'interpréter comme quelque chose de réel. Donc à partir de là, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la méditation, avec l'entraînement mental. Et c'est génial. Là on parle de visualisation, on peut aussi parler de pleine conscience. La posture mentale d'acceptation. Quand j'ai compris qu'on pouvait, on en a parlé tout à l'heure, qu'on pouvait accepter la peur. C'est-à-dire là, je me retrouvais devant des gens et je commençais à trembler, à avoir des tensions dans mon corps. Et au lieu de me dire ah non, il faut que j'arrête. Non, je dis ok, c'est là. J'accueille totalement.
Et comment ça t'a aidé du coup, là, tu mentionnais la méditation, la pleine conscience. C'est quoi le processus par lequel tu es passé avec cette pratique ? La pleine conscience, ça m'a appris à me connecter au corps, à me détendre, à être dans l'instant présent, à être dans cette posture mentale d'acceptation dont je parle beaucoup, à observer mes pensées, à me prendre de la distance par rapport à mes pensées, parce qu'on a toutes ces pensées là dont on parlait tout à l'heure. Je me souviens il y a encore quelques années, j'étais à un stage de tantra, une coach m'avait conseillé d'y aller, et je me retrouve là-bas, et en fait il y avait de la danse, c'était beaucoup de danse, et moi j'étais pas du tout prêt pour danser. La danse, c'était une des pires choses que je pouvais faire. J'avais besoin de boire de l'alcool. C'est un des grands problèmes avec aussi de la phobie sociale, c'est qu'on a tendance à se désinhiber avec l'alcool. Donc moi j'étais pas alcoolique, mais en soirée, je buvais pas mal pour me désinhiber et pour avoir des interactions avec les autres. Pour ôter tes masques, en fait. Pour ôter mes masques. Et donc là, je me retrouve à un stage de développement personnel et puis tous les gens, ils dansaient comme des fous, ils sautillaient partout. Et moi, j'étais complètement tétanisé. Et le soir même, en fait, je voulais partir, je voulais fuir. Mais là, c'est clairement la phobie qui était dans la fuite. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train de me faire manipuler par ma peur. Il est hors de question que je parte, je reste. Je reste. J'ai pas dormi les deux premières nuits, tellement j'étais tendu. Et puis, au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à me détendre, à prendre du plaisir à danser. Chose totalement folle. Et après cette semaine, après ce stage-là, pendant une semaine, j'étais KO. C'était passé un truc de dingue. Et depuis, je danse le plus souvent possible, parce que ça me fait énormément de bien. Donc c'est aussi un outil très intéressant. C'est pas le plus simple au début. Je pense qu'on peut commencer par des choses plus simples comme la méditation. Mais la danse aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Et justement, on peut commencer par la méditation. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a une phobie sociale et qui peut-être, comme toi tu l'avais fait, avait testé la sophrologie, l'hypnose, voit un psychothérapeute ou qui a testé d'autres choses et qui voudrait juste réussir à aller mieux? Quel serait le parcours et les choses à essayer? Déjà, moi, j'ai développé, j'ai lancé une appli qui s'appelle Namatata il y a 5 ans, où il y a des méditations de pleine conscience, où je parle beaucoup de l'acceptation, notamment, donc qui peut aider. Et puis des gens peuvent aussi me contacter sur les réseaux, je réponds toujours. Et si jamais, là par exemple, toi, le stage où tu t'étais retrouvé, tu l'avais trouvé comment? J'avais déjà bien avancé. Donc je pense que j'étais plus dans la phobie sociale à ce moment-là. Donc c'est peut-être pas ce que je recommande directement. J'avais fait aussi quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, c'était le théâtre d'improvisation. Et j'avais commencé avec du théâtre pour les timides. Alors ça, c'était pareil. Le théâtre, c'est le pire truc pour quelqu'un qui a de la phobie sociale. Et en même temps, ça m'attirait beaucoup. Et je sentais que ça pouvait me faire un bien fou. Et je me suis lancé avec ce théâtre pour les timides. Et c'était très progressif. Très progressif. Et ça a été génial. Ça a été vraiment génial. C'était difficile. Plein de moments difficiles, avec de peur, de stress. Mais très progressif, très doux. Et j'ai eu, à la fin de l'année, j'avais envie de continuer avec ce groupe qui s'était créé. Et on a continué pendant plusieurs années, pendant 5 ans. Et ça se passe comment, ce théâtre d'improvisation pour les timides? Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que déjà aussi, de base, c'est quand même un groupe ou c'est des plus petits groupes, justement, exprès? Comment ça se passe? Moi, j'avais déjà essayé de faire du théâtre quelques années auparavant. Et il y a un moment où je me retrouve seul sur scène. L'exercice, c'était juste d'aller sur scène, devant les autres. Et ça m'avait... ça, c'était la panique. C'était la panique, ça m'avait dégoûté du théâtre. Alors que c'est tout bête, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, juste se mettre, marcher, se mettre sur scène et repartir.
Et ça m'avait traumatisé. Et là, avec ce théâtre pour les timides, il n'y avait jamais de moment où on était seul sur scène, déjà. Et c'est ce qu'elle m'avait dit avant de commencer. Et ça m'avait rassuré. Et le fait d'être dans un groupe avec des personnes dont tu sais qu'elles ont la même anxiété, la même phobie, est-ce que c'est rassurant aussi ? Oui. Même si, en fait, j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout au même niveau. Je me disais, mais ils trichent, ils sont pas du tout... c'est pas des vrais timides comme moi. Après, la timidité, en fait, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus léger que la phobie sociale. Ouais. Ça peut être traumatisant aussi de se lancer, notamment dans ces pratiques artistiques que tu viens de citer. La danse, le théâtre, c'est pas les choses les plus accessibles. T'as un conseil pour y trouver son compte et pour un peu faire le tri dans les différents outils et solutions dont tu nous as parlé ? Je pense que dans la phobie sociale, il y a plein de niveaux différents. Et je pense qu'il s'agit de commencer par des petits pas, avec les petites peurs, et en se confrontant. C'est ce qu'on fait aussi en TCC, en thérapie cognitive et comportementale. Et c'est quelque chose de très efficace. Après, l'idée, c'est de réussir à... Alors, on peut le faire avec un accompagnement, avec un coach, avec un psychologue, un psychiatre. Mais on peut aussi trouver d'autres personnes pour se motiver. Voilà. Et la phobie sociale, elle se déclare généralement à l'adolescence. Elle peut aussi survenir à l'âge adulte après un événement un peu traumatisant. Est-ce que ces outils, les pratiques dont tu nous parles depuis quelques minutes maintenant, peuvent permettre de prémunir quelque part le développement d'une telle phobie ? Est-ce qu'on peut éviter de développer une phobie sociale ou est-ce que c'est inévitable et qu'après on la traite juste ? Oui, c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. Hein. On l'a pas vu arriver. Et moi, je l'ai pas vu arriver. Je sais pas du tout d'où ça vient. Je sais pas pourquoi. Et ce qui est très difficile, c'est que, alors c'est très différent pour chaque personne. Et en fait, les gens dans mon entourage n'ont jamais compris. Quand je leur ai expliqué, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est-à-dire qu'ils ne voyaient rien. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup questionné, mais comment ça se fait que les autres ne voient pas ? Tu le masquais Je le masquais bien. Mais quand même, pour moi, il y avait tellement de signes, de signes incroyables. Et aujourd'hui, moi, parfois, quand je vois des gens, je le sens. Je le sais qu'ils ont ça, et du coup, je vais leur parler. Et je leur dis qu'ils peuvent faire quelque chose. Et est-ce que ton entourage, depuis que tu travailles sur toi et que ça va mieux, ont un peu redécouvert ta personnalité ? Parce que j'imagine que du coup, avec tes masques sociaux, tu développais une partie de toi qui n'était peut-être pas la vraie, au fond, la plus profonde. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus ? En fait, avec ma famille et mes amis d'enfance, j'étais moi-même. J'avais pas besoin d'avoir de masque. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne comprenaient pas. Et c'était vraiment avec les nouvelles personnes. Avec les nouvelles personnes, les nouvelles interactions. Vraiment, il y a des moments terribles où je n'étais pas capable de soulever un verre, même de manger, par peur. Et dès que tu sentais plus la sécurité d'une interaction où tu connaissais un petit peu la personne en face et le contexte. Ouais. Pression d'être tout nu et que tout le monde le voit. C'est terrible. On arrive à la fin de ce podcast et du coup la question un petit peu à 100 000 que tout le monde va peut-être se poser en écoutant. Bon, on a déjà un petit peu la réponse, mais est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu es complètement débarrassé de cette phobie ? Est-ce que tu es revenu à un niveau d'anxiété sociale, on va dire normal, qui nous touche tous ? Je pense que non seulement j'ai guéri cette phobie sociale, mais que maintenant je suis à un niveau d'aisance sociale qui est supérieur à la moyenne. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc j'ai vraiment envie de souligner, de dire il y a de l'espoir. Il y a une voie. Ouais, il y a un truc à faire. Eh ben, c'est super, sur cette note de lumière et d'espoir pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient un peu dans le même cas que toi. Voilà, il y a des solutions, il y a une voie pour s'en débarrasser. Merci beaucoup Antoine Gerlier d'être venu parler de tes outils pour gérer et se défaire de la phobie sociale qui, à coup sûr, donc, pourront donner des pistes et aider ceux qui en souffrent. Je rappelle aussi que via ton application Namatata, tu proposes des méditations guidées et des programmes sur des sujets
qui peuvent aider donc sur l'anxiété et la phobie sociale, mais pas seulement, aussi sur l'insomnie, le stress, des thématiques comme la parentalité positive, le féminin et encore bien d'autres que je ne pourrais pas citer ici. Merci beaucoup d'être venu dans Graines de Métamorphose et à très bientôt. Merci Agathe. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram @Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.